dedans. Comment expliquer que des types pareils entrent au Parlement? Il y a quelque chose de cassé en ce moment dans votre pays? Déjà, ce n'est pas Stockholm que vous allez les croiser. Si on croit les sondages et les études qui ont été faites, c'est plutôt au fin fond des sapins, dans les petites sociétés, dans les petites villes à la campagne, où se trouvent des jeunes hommes de peut-être 25, 28 ans, et très peu de femmes, et avec un niveau d'éducation extrêmement faible, donc par voie de conséquences chômeurs aussi. On a un chômage de jeunes assez élevé. Mais je ne sais pas si ça suffit pour expliquer ça non plus, parce que c'est vrai que le choc est frontal en Suède. C'est une société extrêmement ouverte sur le monde, avec beaucoup d'immigration et qui pensait le vivre plutôt bien. Et là, on se prend ça en pleine figure. Ouais. Sur vos boucles blondes, les gamètes et fixatifs et corps gras n'épargnez ni onguent ni farvenez avant qu'il soit trop tard en valence. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Vous dansez, Azéma? Moyen va danser. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Oh, il y a des slows plus sympas, c'est vraiment, c'est un grand texte de Gainsbourg. Jean-Pierre Azéma, est-ce qu'on peut dire, là je m'adresse à l'historien que vous êtes, et à ce que vous avez écrit, Vichy, parenthèse ou pas, y a-t-il un socle, alors là on est en France, un socle qui perdure, d'antisémitisme, de repli, enfin bref, cette France moisie dont parlait Solaire il y a quelques années, est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est Noiriel qui dit ça aussi, Gérard Noiriel? C'est crise, frustration sociale, forcément, on fait rebolote. Oui, c'est pas faux. Vous me parlez de Vichy, c'est quand même un petit peu à part compte tenu des circonstances, et c'est un régime autoritaire, pas fasciste, très autoritaire, un fondement charismatique. Il y a un bonhomme et une attente des foules. Voilà. Bon, et il apporte avec lui quand même un certain nombre de choses qui viennent de 1890, des années 1890. Il y a d'une part la xénophobie, c'est-à-dire donc notamment l'antisémitisme, mais pas exclusivement. Donc, il amène avec lui cela, et sa volonté d'imposer ce qu'il appelle une révolution nationale, une rupture, c'est un redressement moral et intellectuel. Il faut bien peser ces termes, car ça, on peut le retrouver. D'une certaine mesure, Philippe Pétain et ce régime représentent, si vous voulez, l'hyper-nationalisme, ce qui s'est passé depuis 1890 en France, c'est-à-dire donc le culte de la nation avec un ennemi extérieur et aussi un ennemi intérieur. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui est nouveau dans les années 90 en France, c'est que c'est un régime populaire. Enfin, je veux dire que ça mord sur le peuple. Ça mord sur c'est pas uniquement dans les campagnes, c'est pas uniquement dans ce qui se passait jadis derrière les fiefs légitimistes ou donc royalistes. Là, c'est le populo qui entre dans la valse, qui tient contre l'extrême gauche et contre l'ultra gauche, qui tient donc la rue. Ça, c'est nouveau. Et il faut s'en souvenir maintenant dans ce qui se passe avec le Front National. Quand on dit que Le Pen est fasciste, prend strictement aucun intérêt. On va dans le mur. Ouais. Bon. En revanche, ce qu'il représente de ce qu'on appelle l'extrême droite, ou de la droite extrême, car il peut marier les deux, et ça c'est extrêmement important, ça il faut vraiment en tenir compte, car on retrouve tout à fait, parce que le Front National a pu renaître en France grâce à la guerre d'Algérie. Donc l'explosion du nationalisme, l'explosion de l'islamophobie, et en même temps, après, c'est la victoire de la gauche. Donc la victoire de la gauche en 81 redéclenche à ce moment-là un mouvement d'extrême droite. Que faut-il lui dire à cette jeunesse qui nous écoute ce soir? Je crois que déjà il faut certainement lui dire, encore une fois, si on se place toujours du point de vue européen, je pense qu'il faut déjà lui dire que le discours de l'extrême droite sur l'Union européenne est un discours qui est un discours biaisé, en tout cas que c'est un parti pris. C'est un discours qui est très simplificateur et qui effectivement offre une vision fantasmée vraiment de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut peut-être, chose qui n'est certainement pas facile, parce que les textes européens sont quand même souvent très difficiles d'accès, mais je crois qu'il faut peut-être lui proposer en tout cas de se pencher un peu sur ce que propose réellement l'Union européenne et de prendre vraiment avec beaucoup de précaution
fond ce que propose l'Union, enfin ce que livre l'extrême droite sur l'Union européenne, sur l'Union européenne. sur ce qu'elle prétend qu'est l'Union européenne. Comme le disait notre collègue suédois, c'est vrai que vous le répétiez, nous on a connu ça il y a à peu près 20 ans, dans les années 80. Et il y a toujours eu une sorte de malentendu par rapport au Front National en France, qui était qu'en gros, et Jean-Pierre Azéma l'a rappelé, on a voulu le combattre avec seulement la morale. Et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire. On ne peut pas, à partir du moment où le Front National propose des questions qui sont pas forcément les bonnes et qui en plus proposent des réponses qui sont en général des réponses de type bouc émissarisation, c'est-à-dire on a un problème de crise économique, sociale, etc. Prenons un bouc émissaire, c'est originel, on prend un vrai bouc, on le charge de tous les maux et on va le brûler en dehors du village. Ça ne fonctionne pas. Alors donc le problème il est toujours le même. Tant qu'il n'y a pas d'alternative autre que les réponses, les mauvaises réponses, les réponses chimériques d'une extrême droite, d'où qu'elles viennent, eh bien, on sera toujours confronté à sa montée patiente, lente, mais sur les échecs des autres. Et donc, la vraie réponse, la vraie question qui se pose depuis 20 ans aux sociétés démocratiques européennes, c'est face à à ce déni de soi, à cette espèce de dépression générale que nous connaissons dans nos sociétés, il va falloir réinventer des enjeux qui soient à la hauteur, des enjeux socio-économiques ou autres. Il va falloir réinventer des alternatives. Sinon, eh bien l'alternative, eux, ils en ont une, c'est la faute des autres. Et à chaque fois qu'on nourrira un tout petit peu, un tant soit peu, la peur de l'autre, eh bien on fera un rejet tribal. Et nous avons affaire à des tribus qui se reconstituent au cœur de l'Europe, soi-disant démocratique du XXIe siècle. Je résume. On va vers quoi? C'est des cycles, c'est des affaires de cycles, Michael, vous le philosophe, Azéma l'historien? Tout recommence, Michael. Je pense pas que ce soit une question de cycle. Je pense en revanche que la liberté ou le goût pour la liberté n'est pas inscrit dans la nature humaine, qu'il y a une servitude volontaire et qu'elle trouve des occasions de se manifester dans des cycles historiques, ou dans des périodes historiques de crise comme celle que nous vivons. Tout à l'heure, vous posiez la question, mais enfin, est-ce qu'il y a une espérance liée à l'extrême droite? Moi, je crois qu'il y a un projet de l'extrême droite, un idéal de l'extrême droite. Je crois qu'un historien appelait ça. J'ai dit que cette question me faisait dégueuler, mais que je me devais de la poser. Ils ont quand même un désir politique, ou une image, une idéologie politique. Leur utopie, c'est celle de ce qu'un historien appelait le village introuvable, c'est-à-dire un lieu où pas une seule tête ne dépasserait, pas une seule voix ne serait discordante, où il n'y aurait qu'une seule couleur. Cette utopie, si on peut dire là, elle existe. Il y a des gens qui y adhèrent et qui y adhéreront vraisemblablement de plus en plus à mesure que ce qu'on appelle la mondialisation, le métissage, etc., leur apparaîtront comme des menaces. Et là, c'est pareil. Et ce qu'il faut essayer de récupérer quand même très concrètement, c'est l'électorat populaire. On a souvent analysé l'ouvrier. Donc on pense toujours, sinon le couteau entre les dents, mes PC, etc., etc. Mais il y a des ouvriers qui ont toujours été conservateurs parce qu'ils ont peur de perdre leur job, parce que ils se contentent de ce qui est. Si on leur dit, mais on va tout changer, et puis moi, ouvrier, ça va changer, moi, je laisse tout. Je vais me retrouver quasiment à poil. Donc je vote conservateur. Donc je vote éventuellement Front National dans la droite extrême. Voilà. Et ça, je pense, si vous voulez, que tant que on a toujours joué, par exemple, sur Le Pen, disant que c'est un fasciste, ça prend strictement mon intérêt. À la limite, Le Pen est républicain. Enfin, je veux dire, c'est la droite autoritaire républicaine. Ça l'intéresse pas de jouer au petit clair ou n'importe quoi. Bon, mais il a bien compris que du côté de l'ascenseur social, il a bien compris que en jouant, puisqu'il y a moins de PC maintenant, moins de PC. Alors, l'ennemi, avant, c'était le PC dans les années 30, dans les années 50, 60. Alors, on remplace par quoi? Par l'autre, c'est-à-dire à fond la xénophobie, à fond sur la phobie, et ça marche, et en disant attention, faites attention à ce qui va se passer, vous allez laisser des plumes. Et c'est la force, à l'heure actuelle, je pense, du Front National. D'ailleurs, on voit bien Marine, elle est pépère, elle laisse son père divaguer. Enfin, mémère, vous voulez dire? Oui, mémère. Oui. Erwan Lecœur. Oui, elle attend d'hériter, en effet, puisque c'est un héritage, en l'occurrence. Ce qu'on voit clairement, et ce qu'on a vu dans le Front National, quand on a analysé un peu sérieusement les choses, ce n'est jamais la crise sociale seule qui fait la montée d'un Front National. C'est autre chose. C'est quelque chose qu'on va appeler un sentiment d'abandon. C'est beaucoup plus ça que les électeurs du Front National font savoir à travers le vote FN. Et pareil en Suède, pareil au Danemark, aux Pays-Bas, dans tous ces pays riches, en Suisse,
en Norvège. C'est là qu'ils sont les plus forts aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment d'abandon par rapport à une situation où les nationaux, entre guillemets, les anciens nationaux, se sont abandonnés. Ils demandent une forme de reconnaissance sociale, pas l'économique sociale. Et pour ça, eux, ils disent, si vous ne nous la donnez pas, on va construire un honneur ethnique, on est blanc, et on a droit à cette reconnaissance-là. Et c'est ça que ces tribus sont en train de construire à travers l'Europe.